Il y a un principe qui fait qu'on peut pas comprendre l'effet de levier, c'est le coût de l'argent, en fait. En fait, tout l'intérêt de l'effet de levier, c'est qu'on arrive à gérer le coût de l'argent. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a 100 000 euros, aujourd'hui, ça vaut plus que 100 000 euros demain. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Je disais, je te le raconte en enregistrant. Parce que voilà, en fait, mon idée de cet épisode qu'on a préparé aussi avec toi, Bassel et Laura, notamment, était de se dire que, en fait, on entend toujours parler de rendement, 2%, 4%, 12%, c'est vachement bien, 15%, 20%, waouh, extraordinaire. Mais dans la réalité, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours plein soit de pièges, soit d'inconnus, rendement brut, rendement net, les charges, les travaux, la vacance immobilière, parce que là on va parler notamment de rendement immobilier. Et toi, c'est un truc que, par la force des choses, donc mon invité du jour, Bassel Abedi, par la force des choses, je sais pas, tu t'es mis à te passionner pour le truc. C'est parti, je crois, d'un fichier Excel ou quelque chose comme ça. Tu me l'as raconté, alors que tu viens pas du milieu. Mais ça te dit qu'on creuse ça en long, en large, en travers pour qu'on comprenne tout du rendement? Sans problème, parce qu'en plus j'ai pas mal étudié la question encore plus récemment. Et donc, je vais pouvoir vraiment approfondir le sujet encore plus que le fameux rendement net ou brut dont tu parles. Pourquoi t'as creusé ça encore plus récemment? En fait, parce que je prépare. En fait, je me suis dit, je vais commencer à faire des vidéos YouTube. D'accord. C'est vrai que j'en fais jamais. Je me mettais plus en avant. Maintenant un peu moins. Je me suis dit bon, ça serait pas mal. Les gens demandent souvent me demandent souvent des conseils, pardon. Et donc je me suis dit autant partager un peu la connaissance via YouTube, voir ce que ça donne. Du coup, j'ai préparé récemment une vidéo. C'est tout nouveau pour moi de me filmer ou de faire ce genre de choses, donc je me suis dit et voilà, donc j'ai vraiment approfondi le sujet et voilà. Et bon, alors après, pour revenir à ton point, ça m'est venu il y a très longtemps, en fait, en 2012, peut-être 2013. J'étais encore salarié j'étais même pas encore chez Microsoft, j'étais dans une start-up et en fait, comme tout le monde, je pense, je viens pas du monde de la finance, moi je suis plutôt formation ingénieur. Voilà, donc j'ai pas été trader ou dans le monde de la finance ou tu en viens banque. quand même un peu des maths, donc si je j'étais plus dans une logique cartésienne, quoi. Comment je fais pour quand on commence à gagner, quand on est ingénieur, finalement on a un petit salaire satisfaisant dès le début, hein. Donc au final, à peu près tous les gens qui commencent avec un salaire convenable, on va dire, c'est pas très élevé, hein. Et ben en fait, on se demande où on va placer son argent. Et quand on n'y connaît rien en bourse, je parle de quand on est plus jeune, hein, déjà, ce qui était mon cas, hein. Quand on y... Je confirme, tu étais plus jeune avant aujourd'hui. Et tu seras plus jeune demain. Enfin bon, bref, on s'est compris. Hein. Exactement. Et en fait, on se pose la question. On se dit, mais la bourse, moi, j'y comprenais rien. Bon, ça a changé depuis, hein, mais à l'époque, j'y connaissais rien. C'est trop risqué. On n'y comprend pas grand-chose. Donc l'immobilier, ça paraissait presque évident. C'est-à-dire, c'est tangible, on maîtrise la chose, on achète un bien immobilier. On a la main dessus, hein, c'est nous qui, finalement, ça marche pas, c'est de notre faute, etc. Donc après c'est un peu plus compliqué que ça, et au final j'ai commencé à m'y intéresser et c'est là que j'ai vu le problème, c'est que pour donner un exemple simple, c'est que je voyais des commerciaux, hein, des professionnels qui venaient chez moi gratuitement. Donc ils se déplaçaient, ils venaient gratuitement, donc déjà c'était un peu bizarre. Et qui disait il faut investir alors à l'époque c'était le Duflo, hein, dans le neuf, parce que vous êtes ingénieur, vous gagnez de l'argent, il faut réduire vos impôts. Et moi je posais tout un tas de questions, parce qu'ils venaient avec un dossier tout fait, où tout était rose, quoi. C'était rentable. En gros, tu avais la réduction d'impôts. Ils te demandaient tes revenus, ton patrimoine, ils te disaient voilà ce que tu payes maintenant, voilà ce que tu payeras. Et puis l'argument vendeur, c'était la réduction d'impôts chaque année, quoi. Et moi j'étais dubitatif parce qu'il y avait quand même un coût. Donc il y avait quand même un coût chaque année à sortir, évidemment, pour l'investissement immobilier, en tout cas dans le neuf.
Et je leur demandais, mais pourquoi il faudrait Oui, ça parce que tu dis évidemment, mais c'est pas forcément si évident. Il y a Non. des gens qui arrivent à faire des investissements immobiliers dans lesquels ils sortent jamais rien. Oui, alors dans le neuf, c'est peut-être plus compliqué. Dans le neuf, non. C'est pour ça que je reprécise Oui, le neuf. exactement, exactement. Bon, on y viendra après. Mais du coup, en fait, moi, je leur posais tout un tas de questions parce que moi, j'y connaissais rien à l'époque. Hein. Je disais, mais pourquoi est-ce que c'est chiant, les gens qui posent trop de questions ouais, comme c'est chiant. ça. J'étais super chiant, je suis d'accord. Ouais. Mais je disais, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut emprunter finalement si j'ai l'argent, parce que à l'époque, un studio à Angers, par exemple, que je connais bien, c'était 40 000 euros, 45 000 euros. Hein. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, Pour mais quelle taille? pour un 25, Okay. même plus, 20-25 mètres carrés. Ce qui était très bien hein, pour débuter, pour lui un étudiant. Moins de 2 000 euros le mètre carré, c'est pas mal. Ouais, alors c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Et voilà, et donc il répondait pas forcément à la question évidemment. Après, eux ils te vendaient tout un package en fait, c'est ça, dans lequel ouais. tu avais limite l'emprunt, la totalité, donc eux ils touchaient auprès du promoteur immobilier, auprès de la banque qui te faisait l'emprunt, auprès de machin, et ça c'était pas transparent du tout. Et le pire de tout, c'est que le bien est donc il y a une brochure évidemment, hein, et le bien est je sais pas où, hein, moi j'habitais à Paris à l'époque. Et le bien est je sais pas où, un quartier que je connais pas du tout. Donc on sait pas si c'est évidemment maintenant je le sais, mais s'il y a des locataires là-bas, quel type de locataires vont louer, quel type de surface, à qui on s'adresse, à quel montant de loyer, enfin bon, toutes les problématiques intrinsèques à l'immobilier qui sont beaucoup plus importantes évidemment que le gain fiscal. Et ça a commencé comme ça. Donc j'avais mon petit fichier Excel de calcul. Donc je me suis vite détourné du neuf, je sais plus pourquoi. Hein. Alors ton petit fichier Excel de calcul, c'est quoi? Juste parce que j'en parlais tout à l'heure. Au début c'était très simple, donc le calcul de rendement très très simple hein, que tout le monde fait, hein, que l'agent immobilier va vous donner, n'importe quel agent immobilier va vous dire si vous faites, si tu veux essayer de faire un investissement, il va te dire voilà le rendement brut c'est tant, et le rendement brut c'est très très simple, c'est les revenus sur l'investissement de départ. Donc on met de côté le prix de revente, on met le côté tout ça. Tout à fait. On va se dire ok, si je prends un truc que j'achète 100 000 euros et que je le loue, alors tu peux me prendre un exemple facile, ça fait 500 euros par mois. 500 euros par mois, ça fait combien de rendement? 500 x 12, donc ça fait 6 000, divisé par, on a dit combien? 6%. Voilà, divisé par quel montant déjà? 100 000. 100 000, ouais, voilà, donc ça fait 6%. Donc exactement comme un livret A, hein. Chaque année, je vais toucher 1%. Aujourd'hui, c'est 1%, je crois, le livret. Donc, je vais toucher, si je mets 100 euros, c'est 1 euro. Si je mets 1000 euros, c'est 10 euros. Donc, c'est 10 sur 1000, c'est 1%. Voilà. C'est exact, le principe le plus basique. Sauf que dans l'immobilier, évidemment, c'est pas aussi simple que le livret. C'est ça, parce qu'il y a, donc là, tu vas rajouter des charges. Tu vas rajouter des impôts, tu vas rajouter des imprévus. Je parlais de vacances locatives, etc., etc. J'ai une question avant de rentrer dans tous ces détails, qui est à propos de l'effet de levier. Ce qui est compliqué à comprendre, je trouve, dans l'IMO, c'est que de temps en temps, il y a des personnes qui vont te comparer l'IMO à autre chose en te disant oui mais tu vois si t'investis là-dessus tu vas gagner 8%, 9%, 10%, ouais mais moi je vais pas avoir de banque qui va me prêter. Ce que je veux dire là-dessus, je reviens là-dessus, mais si mettons j'investis, alors je prends des chiffres assez ronds hein, mais j'investis 1 million sur un truc, un bien immobilier qui me coûte un certain montant, qui me coûte un petit peu, mais ou qui se rembourse plus ou moins, qu'à la fin je le rembourse 900 000, en fait j'ai perdu de l'argent, ok, mais à la fin j'ai quand même 900 000 balles, tu vois. Alors que si en parallèle, même si ça m'a coûté, donc ça m'a coûté potentiellement 100 000 euros, mais un peu virtuel, puisque c'est la banque qui me les a prêtés. Et si tous les mois, même ce truc sur 10 ans me coûte 1000 euros, à la fin, ok, j'aurais été en rendement peut-être négatif, j'aurais payé un truc qui pendant 10 ans, 1000 euros par mois, donc ça fait 12 000 par an, fois 10 ans, ça fait 120 000. J'ai payé un truc qui m'a coûté 120 000, j'ai perdu 100 000 dessus, ça fait moins de 120 000. Tu te dis c'est une opération de merde. Il se trouve qu'à la fin, j'ai quand même payé 120 000 pour avoir 900 000 sur mon compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où pour moi, c'est de temps en temps, je sais pas si je suis clair pour tout le monde, mais si c'est compliqué de calculer que en pur rendement sur l'immobilier, parce que même des opérations de merde de temps en temps, à la fin, tu te dis c'était peut-être pas si con en fait, tu vois. Alors c'est exactement ça, et c'est exactement le centre du problème. Alors c'est pas le problème, c'est pas le calcul du rendement, c'est qu'il y a plusieurs formules pour calculer le rendement. Celui dont on a parlé, c'est le rendement locatif, on va dire instantané, le rendement locatif maintenant.
C'est-à-dire sur la première année. Là, ce qu'on vient de faire, on va dire sur la première année. Bon, si on a fini avec les charges, il faudrait diminuer le revenu des charges, mais le principe on va reste le même. dire 500 € net de charges. Voilà, c'est ça reste, le principe reste le même. Balles de charges, voilà. Ça ne règle pas le problème de celui qui a... Parce que si on fait le calcul avec quelqu'un qui a 100 000 € en cash et qui les met, et celui qui va emprunter, on va dire 90 000 et qui va mettre 10 000 € de sa poche, en apport, on va dire, c'est souvent le cas, eh ben, la formule, elle est la même. Alors, il y a juste une chose qu'on pourrait faire, c'est prendre les intérêts d'emprunt comme charge dans un cas. Mais au final, voire même si on prend les intérêts, celui qui a emprunté a un moins bon taux que celui qui n'a pas emprunté, ce qui n'a pas de sens, puisqu'en fait, on veut justement étudier l'effet de levier du crédit. Et donc, en fait, la solution, elle est ailleurs, elle est dans un calcul de rendement qui est complètement différent, qui est celui de prise en compte de tous les flux d'argent, donc entrant et sortant, du début à la fin, donc sur un projet global. Donc, en gros, alors, pour ceux qui sont un peu comptables, parce que moi j'ai dû m'y intéresser, donc maintenant je m'y connais un peu dans ce domaine. Toi, ingénieur, comptable, même combat. Hein, ouais, après si on s'intéresse aux chiffres, c'est vrai que c'est rigolo. Et en fait, ça a un nom. Hein. Ça a un nom, ça s'appelle la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne. Alors c'est deux termes qui sont hyper techniques, mais en fait c'est hyper simple. C'est que en fait il y a un principe qui fait qu'on peut pas comprendre l'effet de levier, c'est le coût de l'argent en fait. Et tout le problème, il est que, en fait, tout l'intérêt de l'effet de levier, c'est qu'on arrive à gérer le coût de l'argent. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a 100 000 € aujourd'hui, ça vaut plus que 100 000 € demain. Et en plus, hypothétique. Donc en fait, 100 000 €, ça a plus... Je reprends. Ouais. Quelqu'un qui a 100 000 € aujourd'hui, ça vaut plus que 100 000 € demain. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, 100 000 €, ça peut être placé. Ouais. Par exemple, on peut le mettre à 3% sur une assurance vie ou sur un livret A. Si je le mets à 3%, demain, il vaudra 103 000 €, demain dans un an. C'est ça, exactement. Et l'autre chose... Donc il vaudra plus demain qu'aujourd'hui. Non. Oui, les 100 000 € que tu as aujourd'hui. Oui. Alors non, il a plus de valeur maintenant parce que tu vas le placer maintenant. C'est ça le concept. Et en fait, et parce qu'il te rapportera demain, eh ben, il vaut mieux le garder quelque part. C'est un peu ça la logique. Et ça se prouve par les chiffres. Et la façon de le faire, c'est que le coût de l'argent, toi, tu as dit, ça me rapportera 3% chaque année, etc. Et ben, le fait de dire, je vais gagner, par exemple, 1 000 € de cash flow l'année prochaine avec mon investissement, ou ça va me coûter 1 000 €, je suis obligé de le corriger du coût de l'argent. Donc, en fait, cette somme future, je vais la diviser par 1,03 dans ce cas-là, plutôt que de la multiplier par 1,03. C'est plus un gain, c'est l'inverse, c'est une perte. Alors, et en fait, le but, c'est on somme tous les cash flows, donc toutes les entrées-sorties d'argent du début à la fin. Donc ça veut dire qu'au début, on somme l'investissement, ensuite tous les cash flows, les travaux, j'ai payé quelque chose chaque année. Cash flow, donc dépenses et entrées. Voilà, donc tout ce qui est cash flow, le flux de cash, donc le flux des dépenses et d'entrées. Exactement, et dedans, il y a la mensualité d'emprunt. Mensualité d'emprunt, il va y avoir donc des impôts. Exactement. Il va y avoir, impôts, il y a taxes foncières, taxes d'habitation. Alors non, parce que généralement, tu n'habites pas, c'est en location. Gestion, assurance, si on fait gérer. il va y avoir potentiellement des travaux, les charges de copropriété. Augmentation des charges chaque année. Voilà. Indice de loyer, etc., etc. Si on réévalue le loyer. Et il y a des choses, notamment, qu'on prend pas en considération, que j'ai découvert au fur et à mesure. Et là, je pense que tu les prends pas en considération. C'est le temps que tu y passes. Et le temps que tu y passes, ça c'est autre chose. Mais il devrait être quelque part potentiellement. Je veux dire, ça c'est un autre point. Les biens IMO, le temps que tu y passes, il a une valeur aussi. Et, oui, bien sûr. Et il y en a où ça te prend beaucoup de temps. Et à la fin, tu t'en rends pas bien compte quand on a un ou deux. Surtout s'il te rapporte beaucoup, mais pour les rares personnes que je connais qui ont 30, 40, 50, 100 apparts dans Paris, en fait, t'es obligé d'avoir quelqu'un full-time, limite, ou mi-temps, qui va s'en occuper, et là, ça devient un coût, alors qu'avant, c'était un coût aveugle, quoi, entre guillemets. Hein. Oui, c'est vrai. Alors après, je crois que les statistiques les dernières qu'on connaît, c'est 2/3 des bailleurs privés en France ont un. Peut-être, je crois que après ces 2 biens, c'est encore un peu moins. Et ensuite, alors ceux qui ont 40-50, finalement, ils sont pas hyper nombreux. C'est peut-être 1%. Au-dessus de 2 biens, je crois, au-dessus de 10 biens, je crois qu'on est 1% des bailleurs privés. Donc en fait, la plupart, alors quand t'as 1 ou 2 biens, moi j'en ai même un peu plus, et j'ai rien à faire, la quasi-majorité du temps. Donc oui, alors ça va, et puis ça dépend de ce qu'on fait, évidemment, quel type d'investissement on fait. Évidemment, si on fait du Airbnb, c'est pas du tout le même temps qu'on va y passer que si on fait du meublé longue durée. Meilleur rendement, etc. Après, il y a un truc où tu passes plus de temps, c'est quand t'es une erreur que j'ai pu faire, ou voilà, quand t'es dans un tout petit immeuble.
Parce qu'un tout petit immeuble, dans la copro, en fait, quand t'es 8 ou 10, ça te prend beaucoup plus de temps que dans un énorme truc comme je suis ici, là, où en fait t'as, je sais pas, 100 copros, où tu fais des réunions de copro dans des salles énormes, et voilà. En fait, là, ça te prend 0 temps, parce que t'es pas... Par contre, ça coûte plus cher. Ça souvent. coûte plus cher, ouais. Ok, donc très clair, tu cumules toutes ces choses-là, voilà, c'est ça. sachant qu'il y en a que tu peux prévoir, il y en a que tu peux pas prévoir. Alors, dans les imprévisibles, il y a bon l'augmentation des impôts, etc. Bon, mais ça va pas non plus monter au plafond de manière complètement délirante. En revanche, dans les imprévisibles, t'as je sais pas moi, la façade, la toiture, alors le dégât des eaux il est couvert par l'assurance, mais des méga problèmes. Là-dessus, comment tu fais toi? C'est quoi ta strat? Tu mets au max? Fais une moyenne? Après, c'est une question de scénario. C'est-à-dire qu'on fait un scénario pessimiste, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'à la dernière année, c'est là où c'est intéressant, c'est que là, il y a un flux de la vente. Parce qu'on va se dire il faut se donner un objectif. Donc on va se dire, au bout de 10 ans, je le vends. Ou au bout de 20 ans. On se dit, au bout de 10 ans, on va vendre. Donc on va rembourser. Alors dans le cas où on a emprunté, on rembourse la banque de ce qui reste à 10 ans. On touche évidemment le produit de la vente. On paye l'impôt sur la plus-value. Et là, c'est encore un flux. Et là, c'est un flux énorme. Si plus-value, il y a. Mais et c'est là qu'on voit qu'on a pris en compte la mensualité tout au long. Et on a pris en compte la revente à la fin. Donc en fait, on a vraiment cette fois le rendement global du projet. Et il y a que comme ça qu'on y arrive. Donc il faut prévoir l'exit en fait. Exactement. Et donc que ce soit l'exit ou les charges, ça reste une prévision évidemment. Mais bon, on sera dans l'immobilier, on sera très proche de la réalité. Hein. À part pour la revente, évidemment, il faut faire pessimiste, optimiste. Donc, si par exemple je vends en moins-value, si je vends en plus-value, puis après en fonction de la ville, évidemment, on va pas faire la même prévision, quoi. Mais tu confirmes que finalement une opération immobilière, si t'empruntes bien, je sais pas si tu confirmes d'ailleurs, mais je te pose la question, peut être intéressante même si tu fais une moins-value? Oui, en ce moment, parce qu'en ce moment les taux sont historiquement très très bas. En fait, on s'en rend pas bien compte, hein, mais il faut s'imaginer qu'il y avait des années où c'était à 10-13% d'un taux d'intérêt. On se rend pas compte parce que nous, on n'est pas de la même génération. Aujourd'hui où c'est comme ça d'ailleurs. Il y a Exactement. des pays, pour avoir regarder des choses en Tunisie en ce moment, mais même des pays, et il y a aussi des pays, je crois qu'aux États-Unis, même peut-être en Angleterre, je suis même pas sûr qu'il y ait des taux fixes en fait. C'est que du variable. Voilà, c'est du variable. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. En plus. Alors là, c'est encore plus imprévisible du coup pour les cash flows futurs. Et donc en fait, alors aujourd'hui évidemment, je sais pas moi, 90% du temps, ça va être évidemment plus rentable avec un crédit. Et il suffit de faire ce calcul, hein, donc valeur actuelle nette, taux de rendement interne. Taux de rendement interne, ça donne vraiment le taux de rendement. Voilà. Mais j'ai fait une petite simulation il y a pas longtemps pour savoir à quel taux d'emprunt ça s'inverse. Et en fait, on n'est pas très loin. Je pense qu'à 5% de taux d'intérêt, ce qui pourrait arriver avec les problèmes actuels, hein, le contexte actuel. On ne sait pas si l'inflation, les taux d'emprunt vont suivre, etc. Ça fait longtemps qu'ils sont bas quand même, les taux d'emprunt. 5%, ça s'inverse. C'est-à-dire que, alors, faut bien sûr avoir l'argent en cash, hein, mais si on a l'argent, parce que ce qu'on oublie aussi, l'argent peut être le fruit d'une autre vente, hein, donc, si on a l'argent, ça va commencer à devenir plus intéressant de payer cash qu'à crédit, ce qui est complètement, aujourd'hui, ça nous semble utopique, mais en fait, non, ça l'est pas du tout. Alors, à 10-13%, je raconte même pas. Oui, parce qu'en fait, finalement, s'il y a des taux d'intérêt à ce niveau-là, toi, normalement, d'une manière ou d'une autre, si tu as du cash, tu dois pouvoir le prêter à... Si tu as des taux à 13%, toi, tu vas pouvoir le prêter à 10%, quoi. C'est tout le concept de coût de l'argent. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il faut prendre en compte le coût de l'argent. On a dit que c'était 3%. Mais en fait, la réalité, ce 3%, il faut le définir. C'est pas 3%. C'est quelque chose entre le taux de la dette, parce qu'au final, tu vas emprunter. Aujourd'hui, tu empruntes aller sur 20 ans, 1,1% à peu près. 1,2 peut-être. 1,05 pour 1,05, la semaine dernière. Ça va dépendre du profil et de l'apport, etc. Et puis, si ton banquier t'aime bien. Et en fait, finalement, l'objectif de rendement, il va se situer... Alors, c'est pas exactement 1,1%, sauf si tu empruntes tout. Si tu fais mieux que 1,1%, au final, t'as fait mieux que... Oui, donc c'est ça. Hein. L'idée, c'est de te dire, si je sors et que je m'extrais de l'immobilier, si j'emprunte à 1% et que je prête à 3%, a priori, je gagne 2% par an. Hein. Donc c'est à peu près... alors là où c'est un peu compliqué, c'est que quand on fait le calcul un peu technique là de valeur actuelle nette, en fait, c'est pas exactement... Oui, le taux, c'est pas... il se calcule sur toute la durée, c'est pas ce que j'ai à la fin sur le début. Voilà. Sinon, on retombe dans le premier problème du calcul de rendement. Mais et souvent, c'est pas exactement ça parce qu'on met de l'apport. Donc en fait, c'est un mix entre l'argent que je mets de ma poche, je veux que ça me rapporte X%, et l'argent que je prends à la banque, je sais que ça m'a coûté X%. Donc tu es quelque part entre les deux. Et après, en fonction de ton objectif, si tu veux faire mieux que la bourse, si tu veux faire mieux qu'une assurance vie, tu vas prendre ça, et c'est ça qui va servir à calculer le coût de l'argent. Et voilà.
tu vas m'expliquer ce que tu proposes et comment on fait. Mais la question que je me pose de temps en temps, c'est que je pense qu'une de mes forces, parfois, en tant qu'investisseur ou même businessman, c'est d'être dans une culture de l'à peu près. Je m'explique, mais je déteste la culture de l'à peu près dans l'exécution pour des trucs que je vais faire par des clients, mais dans mes invests, je sais qu'à la grosse, tu vois, dans les grosses mailles, ce truc va être bon, je le sens, boum, j'y vais. Généralement, je dis go, après je fais mes calculs, et puis en fait, souvent, je me plante pas. Et je pense que, pour moi, en tout cas, tu vois, beaucoup de grands hommes d'affaires, femmes d'affaires, etc., sont vraiment dans un truc où, en fait, tu rentres dans des choses comme ça, où tu saisis les opportunités vite, bien fort, et puis après, tu te débrouilles, tu recalcules, et ça passe. Dans quelle mesure, en fait, tu dois... parce que je pense que ce que tu dis là, dans l'exactitude, toi, t'es parti dans un, tu vois, des calculs où il y a même pas 1% des Français qui comprennent tout ce que tu dis, enfin, qui s'appliquent à faire tout ce que tu dis. Dans quelle mesure, toi, ton truc est pas trop parti dans les tours et il faut pas être aussi nerdy, tu vois, et complètement en fait, sur ces trucs-là. Évidemment, moi, quand j'ai ensuite créé notre service, le but était de le rendre simple pour tout le monde, évidemment. Il n'était pas les calculs, évidemment, là, ce que je viens de t'expliquer, ça n'apparaît nulle part dans nos services, parce que ce serait trop compliqué, ça, c'est ce qui intéresse un comptable, on va dire. Et en fait, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu peux faire ça à partir du moment où tu commences à avoir un peu d'expérience. À partir du moment où tu as fait, on va dire, le premier achat, le deuxième achat, où tu as monté une entreprise. Mais attention, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, et tout le monde n'a pas cette éducation financière ou cette éducation business. Et encore moins en France. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit 2 secondes, il y a très 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 peu d'éducation financière en France. Moi, j'ai grandi avec mon père qui me disait que l'emprunt, c'était le mal. Le crédit, c'est le mal, quoi. Et puis généralement, ton prof d'éco au lycée, de toute façon, il est trotskiste, donc c'est pas lui qui va t'apprendre le business. C'est tout l'inverse, ouais, exactement. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question. J'embrasse tous les profs d'éco qui nous écoutent. J'adorais Monsieur Perriot, j'adorais mon prof d'éco. J'ai eu plein de gens super bien, mais il était trotskiste en l'occurrence. C'est pour ça que je me demande pourquoi. Alors, tu vois, c'est presque complotiste. On se dit, mais c'est peut-être pour que ceux qui savent continuent à s'enrichir dans le monde actuel qui est un monde capitaliste. Hein, c'est une ligue, en fait. C'est pas ça. Ils s'enrichissent comme des pachas, les salauds. Mais évidemment, mais je me dis, mais il y a peut-être un moyen de monter une école pour ça, justement, pour que les gens comprennent mieux les mécanismes. Parce que c'est pas du tout intuitif de se dire un emprunt, c'est intéressant parce que plus tard, blablabla. Ça, c'est qu'une mécanique qu'on apprend à l'expérience. Et en plus, tu as raison, il y a quand même des choses où on est quand même dans des contextes relativement stables depuis... Il y a eu des crises, mais depuis le début des années 90, où tout va bien. Au niveau de l'immobilier, c'est assez simple à comprendre. Je veux dire, même si les taux d'intérêt ont baissé, l'immobilier est monté, tu vois, il n'y a pas eu de grosse rupture d'un coup, qui fait que tout d'un coup, tous tes repères partent en sucette, quoi. Et donc, du coup, en effet, je me dis que moi, quand je vois un truc dans Paris à 5 000 € du mètre carré, je dis j'y vais, tu vois, peu importe, je m'en fous, en vrai. Bon, sauf si c'est un souplex, peut-être, et encore. Mais tu ne retrouveras pas. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais quoi. mais voilà, et donc, quand tu es un lieu que tu sais bien, en fait, finalement, voilà, en revanche, dès qu'on va avoir les taux d'intérêt qui vont remonter, qu'on va passer à 2, à 3, etc., il va falloir commencer à se reposer un certain nombre de questions. Exactement. Parce que tous ces calculs ne marchent plus. Alors, il faut pas oublier aussi une chose, c'est que moi, quand j'ai créé ce service, c'était il y a, allez, on va dire, moi, quand je faisais ça dans mon coin, j'étais encore salarié, c'était en 2013-2014. Et à l'époque, tu aurais dit meubler, la fiscalité du meublé à n'importe qui, c'était, à part les professionnels, personne ne savait de quoi on parlait. Alors maintenant, depuis... Ce qu'on appelle le LMNP, c'est ça, par exemple. Le location meublée non professionnelle ou professionnelle, donc dans l'ancien. Notamment ça qui change dans tes calculs énormément la partie fiscale, la plus-value que tu fais. Oui, je donne cet exemple-là parce que maintenant, évidemment, dans l'ancien, à peu près, allez, on va dire les 3/4 font ça parce que ça reste le plus rentable aujourd'hui. Mais remonte 10 ans en arrière, l'investissement locatif n'était presque même pas un sujet pour les gens. Alors maintenant, ça s'est professionnalisé. Il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus d'accompagnants, d'intermédiaires, de sites, de startups qui sont montés autour de ça. Donc forcément, maintenant, ça paraît évident, jusqu'à ce que ça change, parce que ça pourrait changer un jour. Mais dès qu'il y a un changement, là, on sait plus. Tant que ça reste, taux bas, meublé, la fiscalité n'a pas changé. On sait à peu près où aller et on sait que ça va marcher. Mais dès qu'on va avoir un changement, parce que ça reste une niche fiscale quand même un petit peu
le LMNP. Ouais. Renseignez-vous sur le LMNP. Hein. Je sais que parmi mes auditeurs, il y en a qui ne savent pas encore. On en parle dans certains épisodes passés. Écoutez tous ceux sur l'immobilier, mais c'est vraiment quelque chose, en tout cas si vous payez un peu d'impôts, l'idée c'est que quand on n'a pas encore acheté, on se rend pas bien compte que le revenu lié, si on n'est pas en location meublée non professionnelle, le revenu lié à la location d'un bien immobilier, d'un appartement que vous pourriez acheter, va rentrer dans le calcul de votre impôt. Donc si vous payez 20% d'impôt, que vous gagnez 500 € par mois par votre locataire, vous allez payer 100 €. Et si vous là-dessus votre rendement est de zéro, ça va l'impacter directement. Et donc bon, bien sûr, nous, tous ces chiffres-là, nous, l'intérêt de ce qu'on fait évidemment, c'est que tu mets ton revenu, la ville, on va même te donner le loyer moyen à peu près dans la ville pour te situer. On a déjà précalculé des charges, taxes foncières, tout le bordel. Et tu pars déjà avec un emprunt avec le bon taux. Tu fais calculer et tu as déjà une première impression. Tu sais déjà si tu es très loin ou proche de quelque chose de rentable, quoi. D'accord. Quand t'as pas besoin de connaître les calculs. En rentrant un prix d'achat avec un code postal ou quelque chose comme ça, tout de suite, je vais savoir à peu près un rendement. Faudra ensuite que j'affine en ajoutant mon apport. Exactement. Et si tu connais les charges exactes, parce que t'as parlé à l'agent immobilier, donc tu sais que les charges s'étendent, parce que ça peut influer, la taxe foncière, etc. Et on va même jusqu'à proposer des annonces, avec les taux calculés, etc. Donc, tu peux même filtrer par rendement, chercher dans toute la France. Tu peux brancher au Bon Coin ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on fait déjà. Ah ouais, d'accord. On a même une application là qu'on teste qu'on a lancée là récemment. Tu fais une alerte et tu reçois en temps réel tout ce qui sort avec le rendement que tu veux, la ville que tu veux, le prix sur tous les sites. Le Bon Coin, Se Loger, etc. En cumulé. Ah, ça veut dire que tout ça va quand même finalement lisser le marché de manière dingue, parce qu'en fait, ça va rendre plus accessible. Il y aura plus d'anormalité comme je les aime entre guillemets, où tu vas avoir un truc qui sort à un prix complètement débile. Ou alors il arrivera, mais là il y aura vraiment une meute de personnes qui vont sauter dessus, quoi. Oui, et puis il y a de moins en moins de gens qui feront aussi d'erreurs, parce que c'est vrai que de plus en plus c'est cadré par tous les outils et les startups qui se montent, ce qui fait qu'au final, parce que moi j'ai monté ce service parce que le premier investissement que j'ai fait était pas bon, quoi. Je dirais pas que c'est une grosse erreur. Pourquoi il était pas bon ? C'était pas un Pinel non plus, mais c'était quand même pas terrible. Donc, tu me fais marrer parce que bon, je tabasse les Pinel en permanence et je me fais reprendre par certains auditeurs qui disent j'ai fait un super Pinel à tel endroit, et c'est vrai, il y a des exceptions. Alors je vais en parler quand même pour corriger le truc. On va parler rapidement. Il faut pas être aussi hardcore. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la personne qui te présentait le neuf tout à l'heure dans ces cadres-là, les Duflo. C'était pas le Pinel d'ailleurs, c'est mieux le Pinel. Mais des tas avant, il y en avait les Robiens, il y en a plein. Je veux dire, il y a eu beaucoup de merde là-dedans, je pense. Mais je vais donner un exemple qui marche pour le Pinel. Mais ça va être des exemples très précis. On fait pas n'importe quoi. Et ben dans le centre de Bordeaux, tu remontes évidemment à l'époque avant la grosse flambée, donc il faut remonter à 3-4 ans, peut-être un peu plus, 5 ans. Quand tu achetais un bien neuf, le promoteur qui vend un bien neuf, il est obligé d'estimer sur le marché, il prévoit, souvent tu le payes plus cher, tu vas payer 20-30% plus cher, un bien neuf. Donc c'est ça 30%, c'est ça qui fait mal. C'est le gros handicap. Il faut que tu rattrapes ça après. Donc, et puis à la revente, tu seras au prix du marché. Tu pourras pas vendre 30% plus cher. C'est comme une voiture, tu l'as achetée, une fois qu'elle sort du concessionnaire, elle vaut déjà moins cher, le prix du marché. 20 à 30% là pour le coup, moins cher. Non, j'exagère, mais c'est quoi on mais dit c'est un peu ça. Le truc, je crois que c'est 15%. Hein, j'exagère parce qu'il est neuf, mais bon, on retombe plutôt au prix du marché. J'ai essayé d'expliquer ça à mon fils, tu sais quoi, mais ça marche un peu sur tout en fait. C'est assez marrant avec le Bon Coin et tout. Tu vois, je suis allé chez Disney, il a acheté une figurine, pardon, je digresse un peu, mais en fait c'est très lié, c'est pour ça que c'est drôle. Tu peux la prendre au plus jeune âge. Il achète une figurine. Ce mec tout noir qui doit être ça va me revenir, mais c'est pas Batman, mais c'est un autre, hein, Dark un autre de Marvel, ouais. Marvel, je me souviens plus de son nom, ouais. Et en fait il l'achète, je lui dis t'es sûr, c'est vraiment une figurine, c'est le truc typique de ces endroits, t'es en plein dans l'univers, t'as envie de l'acheter, tu l'achètes. Je lui dis t'es sûr, tu vas rien en faire de ce machin. Et 4-5 jours après, il me dit non papa, j'aurais pas dû l'acheter, il a payé ça 12 balles, je voudrais le revendre. Et il me dit t'as qu'à le mettre sur le Bon Coin, je vais le vendre 12 €. Je dis non, ça marche pas, tu vois, tu l'as acheté 12 balles, tu vas jamais le revendre 12 balles, t'as plus la boîte, t'as plus le machin, mais il est en parfait état, il est tout neuf, etc. Non, marche pas. Alors moi je collectionne quelques trucs comme ça, mais c'est plus des trucs japonais, tu vois, je vais chercher, mais on va faire un épisode sur les Lego, ça existe. Normalement faut pas toucher la boîte, faut pas l'ouvrir, faut rien faire, mais
Ouais, c'est vrai, ça c'est les Lego. Oui. Pardon, donc oui. Donc le Pinel, oui, alors ça 9. marche dans un cas très précis. Si tu remontes 5 ans en arrière, tu achètes un Pinel à Bordeaux, comme ceux qui vendent les biens neufs, donc les promoteurs sont obligés de faire un prévisionnel d'estimatif pour placer leur prix au mètre carré. Et en fait, souvent, ils sont en avance sur le marché parce qu'ils vendent plus cher. Et ben en fait, ils avaient tellement pas estimé le bon que ça a fait, les prix, ce qui fait que quand tu achetais un Pinel, l'ancien a monté plus vite que leurs prévisions, en fait. Donc, en fait, t'achetais un Pinel, t'étais dans le centre de Bordeaux, donc la location, aucun problème. Ton prix payé plus cher, il était rapidement rattrapé par l'évolution du marché. Puis souvent, t'avais des biens sympas avec des terrasses, des trucs comme ça. Donc oui, là, ça marche. Et ça peut marcher. En plus, si tu payes beaucoup d'impôts, donc tu as des gros revenus, bah là... Et c'est là où il faut bien sentir le truc, c'est que tu vois, en effet, tu donnes centre de Bordeaux, un truc sympa. Et en effet, il y a quelques années, tu dis... Il fallait avoir les moyens aussi. Après coup, faut le comprendre. Mais en effet, quand t'es loin de tout et que t'as un truc comme ça, oui. Dans lequel, comme tu le disais, il y a personne qui le loue. Alors toi, c'est ce genre de truc que t'as fait comme première... Non, pas du tout. Ce que j'ai acheté en centre-ville, en fait, d'Angers. Mais le premier, c'est celui où je commençais j'avais même pas fait mon service, j'avais pas de simulateur à cette époque-là, ou de feuille Excel. Et en fait, j'avais payé trop cher. C'était un 2 pièces, c'est un 2 pièces que je l'ai toujours, qui était trop petit pour une coloc ou un couple, mais un peu trop grand pour un étudiant. C'était mal vu. En plus, je l'avais payé trop cher. Et du coup, loyer faible, payé trop cher. Donc en fait, ça me coûtait pas mal tous les mois. Enfin, pas mal. Trop par rapport au prix du bien. Sachant qu'on est quand même d'accord. Alors, peut-être que tu vas me dire... moi, ma strat, c'est quand même... si je dois aller au maximum de la simplification du business dans l'immobilier, c'est que tu dois acheter extrêmement bien et vendre extrêmement bien. Exactement. Si tu arrives à peu près à juste comprendre ça, donc quand tu t'achètes un truc au prix du marché ou légèrement au-dessus, a priori tu vas faire une mauvaise affaire quoi qu'il arrive, sauf si vraiment, encore une fois, tu es dans un endroit où ça explose. Ou parce que tu as une super rentabilité locative, parce que tu as un endroit où les prix sont bas, par exemple. Là, tu peux t'en sortir, tu n'as pas besoin de trop négocier. Mais la plupart du temps, oui, c'est ça un peu il faut acheter très bien au départ, parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point la somme... En fait, le problème, c'est que comme c'est un crédit qu'on fait au départ, on est prêt finalement psychologiquement à accepter n'importe quoi dans le prix d'achat, que ce soit les frais. Et souvent d'ailleurs tous les professionnels se greffent à cet endroit-là, parce que c'est l'endroit où c'est un peu on n'y touche pas vraiment, ça va être dans le crédit. Donc je le rembourserai dans 20 ans et 20 ans. L'assurance, on sait choses plus. Comme ça. Ouais. Voilà, 0,5 points d'assurance, bon, on s'en fout. Tout le monde, t'as l'agent immobilier, t'as le courtier, si tu prends un crédit via un courtier, t'as tout le monde, ceux qui t'accompagnent, qui peuvent chasser aussi le bien, enfin tu peux en ajouter comme ça. Et alors qu'en fait, ça impacte comme le neuf, ça impacte ton achat. Déjà, c'est de temps en temps, ça va te coûter 2 ans de loyer, quoi, tu vois. Ah oui. Le truc. Et peut-être que justement là, du coup, t'es content parce que si jamais t'as 2 ans de loyer de problème avec un locataire, cet argent en fait, t'aura permis de couvrir 2 ans, par exemple, tu vois, au lieu de, voilà, bon, ça, les gens l'oublient, mais voilà. Alors, est-ce que toi qui étudies ça de près, les rendements du coup désormais, il y a des villes quand même où, je pense à des villes, mais c'est peut-être arrivé. Il y a eu des moments quand j'ai commencé à investir où moi j'avais par exemple eu une opportunité d'acheter quelque chose à Cherbourg, j'y repensé ce week-end où j'ai grandi et l'ancien cabinet médical de mon père et de ses associés qui voulaient le vendre et en l'occurrence je l'ai pas pris parce que en fait c'était flat quoi, c'était encéphalogramme plat depuis et en fait là depuis quelques années c'est monté. Ça a mis longtemps, mais donc les premières années, j'aurais pas fait une belle OP. Limite, ça serait peut-être descendu, mais à la fin, si j'étais resté 20 ans, en fait, j'aurais quand même pris 20% ou quelque chose comme ça. Donc, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai quand même un peu l'impression que les martingales des grandes villes, en particulier Paris, où en fait... t'achètes très cher, tu loues très peu cher parce que les loyers sont encadrés, les taux montent, etc. C'est vraiment donc il y a un moment où même ça va fissurer les peut-être que à moins que t'achètes très 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 bien encore une fois, mais sinon les rendements vont partir à la casse et même les prix d'achat vont baisser, non? Alors les prix d'achat, je sais pas, ça reste toujours une boule de cristal à l'immobilier. Alors ça va sûrement baisser, ça peut baisser évidemment, tout le monde le sait. On sait pas quand, on sait pas de combien. Après, j'ai envie de dire, on s'en fout de ça. Il faut pas du tout l'intégrer dans sa réflexion parce que personne ne le sait. Donc ça sert à rien de s'y attarder. Personne peut te dire combien va coûter un bien, s'il va baisser. De toute façon, tant que tu ne l'auras pas vendu, t'auras pas de problème. Donc au final, tant que la baisse ne correspond pas à un événement de ta vie où tu as besoin de l'argent du bien immobilier,
tu t'en fiches à la limite. Les loyers, eux, ils vont rester assez stables, parce que le marché des revenus locatifs n'a rien à voir avec le marché de la vente et de l'achat. Et du coup, en fait, tu t'en fiches. Toi, tu continues à toucher tes loyers. Et si tu es sur un horizon de 10, 20 ans, t'as pas de problème. C'est pareil dans l'investissement en bourse. Tu es sur des horizons longs. Sinon, tu prends des risques inconsidérés. Donc, en fait, pour en revenir à ta question qui est des grandes villes, en fait, ça change juste la stratégie d'investissement. J'ai une amie qui investit à Bordeaux. Et en fait, ce qu'elle achète, c'est des grandes maisons. Et elle fait du co-living. À Bordeaux, ouais, j'habite à Bordeaux. Et la boîte est à Bordeaux. Aujourd'hui, tous nos employés sont à Bordeaux. Et en fait, elle achète des grandes maisons. Alors, après, elle y passe 100% de son temps. Hein. C'est pas comme si elle faisait ça. Et elle fait du co-living. Donc, c'est un peu nouveau chez nous. C'est beaucoup plus chez les anglo-saxons. C'est beaucoup plus intégré. Donc, c'est espace partagé avec des super services, 3 machines à laver, une grande cuisine, des espaces communs, une piscine, etc. Enfin, on peut faire des choses. Après, on peut tout imaginer. Et elle fait ça. Donc là, ça marche. Alors par contre, attention, tu trouves pas facilement ce type de bien. Parce qu'il faut une maison très peu chère en mètre carré, où il faut tout refaire. Donc il faut faire des gros travaux, donc il faut la payer très très peu cher. Voilà, donc là, il faut être le premier sur le coup, etc. Tu me rassures, c'est exactement le projet dans lequel, je te dis, l'emprunt de la semaine dernière, c'est exactement le projet dans lequel je suis parti. Si tu veux, j'ai un bon contact qui peut t'aider parce qu'elle l'a fait. Et grave, faudra qu'on en parle. Mais en effet, nous, tu vois, pour te décrire le truc, c'est ce que tu dis, on achète un truc qui fait, en l'occurrence, l'équivalent de 100 mètres carrés. Je crois que alors comment ils disent, 100 mètres carrés Carrèze, 200 mètres carrés habitables, mais entre les deux, je sais pas ce que ça veut dire, parce que il y en a une partie, c'était des raies de jardin, et voilà. Et puis en fait, nous, le projet, c'est de le monter à 270 ou 300 en Carrèze à la fin, donc faire un truc. Donc t'achètes au prix du marché tes 100 mètres carrés, mais en fait, l'idée, c'est de les tripler. Ça te coûte très cher en travaux, et voilà. Et donc l'idée de ces co-living, ce qui est difficile, c'est que t'es quand même dans un truc où tu optimises un peu. Tu vois, nous, sur 300 mètres carrés, on veut proposer 9 personnes. Donc, tu te dis, ça fait quand même beaucoup, c'est assez dense. Mais en fait, les chambres sont vachement cool. Il y a des règles à respecter. Voilà, c'est ça. Il y a un flou d'ailleurs sur ces règles, sur le co-living. Mais il y a des règles qu'on connaît sur la colocation. Ouais, c'est ça. Bah oui, tu peux pas faire de kitchenette. Il y a des choses à respecter qu'il faut comprendre. Des espaces minimums, etc. communs. Etc. Mais en fait, t'arrives à des choses où, en fait, en région parisienne, notamment, 12-13 mètres carrés, pour un prix qui est le même qu'un 12-13 mètres carrés, peut-être un peu plus central dans Paris éventuellement, mais sur lequel en effet t'as, comme tu le dis, des espaces communs de ouf, 6 machines à laver, un jardin, tu peux aller loin, tu peux avoir un fitness, électricité payée, internet, donc t'as plus rien à faire, tu viens, tu poses tes sacs. Alors attention, il y a des inconvénients quand même, faut pas dire que c'est quand même tout rose. C'est plus de temps, enfin de gestion, parce que t'as plus de turnover. Deuxièmement, tu peux avoir des problèmes entre les personnes. Et troisièmement, la revente reste une inconnue quand même. Bien sûr. Parce que celui qui revend, il va peut-être pas vouloir faire un co-living, et du coup, ça me rappelle beaucoup les. Non, faut le revendre une fois qu'il est plein et revendre pour ça, quoi. Ouais, tu le revends à quelqu'un pour le rendement. Le business, quoi. Ouais. Voilà. Là, ce cas-là, ça marche. Si on veut le revendre différemment, c'est plus compliqué. Ouais, ça ressemble un peu à une nouvelle martingale sur l'immobilier. Oui. Et en effet, comme tu le dis, tu le fais pas avec un 2 pièces de 35 mètres carrés. Il faut quand même rentrer sur des. Ouais, c'est plus de travail. C'est un plus gros projet. Il faut faire. Enfin, c'est. Ça comme. Donc pour un premier investissement, on va peut-être pas conseiller ça à celui qui commence et qui veut apprendre à investir, quoi. Et là-dessus, en effet, je réfléchis à ton approche, le rendement. Et ce qui est difficile, tu vois, typiquement là-dessus, moi, dans mon calcul de rendement, c'est la vacance locative. Parce que dans un co-living, on est à mi-chemin finalement entre un Airbnb, une location courte durée et une location longue durée. Donc on va te vendre généralement, mais sans trop de recul, 12 à 18 mois comment on appelle ça, les gens qui restent 12 à 18 mois, il y a un terme pour ça, je sais plus. Entre chaque locataire, tu vois, un locataire reste 12-18 mois. Ouais. Combien il y a d'intercontrats, en tout cas de vacances, entre chaque location, ça tu sais pas exactement. Quel sera le pourcentage? Et donc moi, pour calculer du coup, je pousse forcément le truc, je me dis tiens, ça va être 20% de vacances locatives, comme ça, ce sera pas plus. Tu diminues les revenus de ça et voilà, t'as ton truc. Donc en fait, oui, c'est ça, tu le prends en compte. Nous, le simulateur, tu peux indiquer le taux de vacances. Tu peux même dire un mois tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce que souvent les étudiants ils changent tous les 3 ans, des choses comme ça. Et en fait, tu l'intègres tout simplement, donc tu as moins de revenus. Et puis après, en posant la question ici ou là, avec des, là, tu vois, par exemple, j'ai un contact, pourra te dire ce qu'elle obtient comme, parce qu'elle a un peu de recul, ce qu'elle obtient comme taux. Alors, il faudra le faire dans la ville, évidemment.
Voilà. Et puis il y a des données qu'on peut avoir aussi sur Internet, je pense. Dans toutes les données que tu remontes là-dessus, alors soit de ton expérience, soit celle de tes clients, personnes avec qui tu bosses, est-ce que tu as des trucs auxquels on peut ne pas s'attendre ? Je te donne un exemple. Typiquement, j'ai une croyance profonde que quand tu fais un loyer convenable, c'est mieux pour toi. Un loyer relativement bas. J'explique ce que je dis, mais si tu loues un truc en 2000, mettons 1000 euros au lieu de 1200, et que tu te dis, attends, je perds 200 euros par mois, mais généralement, sur le long terme, si en plus, toi, en face, ton remboursement d'emprunt, il est de 1000 euros, je simplifie tout, hein, mais voilà, bah, finalement, à la fin, tu perds pas, tu gagnes pas, mais en fait, t'as moins de travaux, t'as pas de vacances locatives, il y a plein de choses, tes locataires sont contents, dès qu'ils rendent le truc, il y a quelqu'un d'autre qui le reprend tout de suite et qui refait lui-même ses propres travaux et personne t'emmerde. Enfin, tu vois, est-ce que t'es d'accord avec ça? Est-ce que t'en as d'autres? Alors, parce que c'est contre-intuitif par rapport au rendement, tu vois. Alors oui, mais ça veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, c'est exactement ce que je fais. Je te disais au début que je faisais rien moi pour mes appartements. Bah, c'est parce que j'applique ça justement. En fait, c'est assez simple de se le représenter. Moi, je fais même pas de réindexation de loyer. Tu vois. En plus, c'est très faible aujourd'hui le taux de l'INSEE qui permet de réévaluer le loyer chaque année. Hein, c'est encadré. Je le fais même pas. Je fais pas. Donc en fait, mes loyers sont plus bas que le marché sur Angers. Alors déjà quand je le reloue, c'est beaucoup d'Angers, toi. Tout le monde. Bah je les ai que à Angers aujourd'hui, mes investissements locatifs. Donc en fait tout le monde parce qu'en fait mes parents habitent là-bas. Hein. Okay, c'est un autre truc. Faut connaître. On va pas revenir. Si on peut. Non, mais voilà, achetez pas n'importe où. Voilà, n'importe où. Faut connaître. De n'importe qui. Avoir quelqu'un sur place. Ouais, c'était mes parents en l'occurrence à l'époque. Donc en fait. C'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai donné mon exemple parce que bon après moi les gens qui utilisent nos services on va pas forcément voir ce qu'ils font, mais je fais loyer plus bas, du coup pas de turnover comme tu dis, pas de problème. Alors par contre je fais quand même de la qualité, c'est-à-dire que il y en a que j'ai meublé, j'ai passé en meublé, et je fais quand même un truc tip top parce que là ça se loue en 2 secondes. Hein. Dès que tu fais au-dessus de la concurrence. C'est loué tout de suite. Et c'est plus si cher que ça. Non, faire un truc ça coûte rien de mettre des meubles. Enfin, même avec du Ikea ou du Leroy Merlin, tu fais des choses tip top. Maintenant, tout est joli, en fait. Ouais. Et ça change vite. Tout est stylé maintenant, on va dire. Même les trucs pas chers. Donc, au final. Pas trop mode non plus, parce que ça périme. Ouais, après, oui, mais scandinave, tout ça périme jamais. Enfin, il y a plein de styles. Et en fait, les gens pensent que l'investissement locatif, comme si j'achète un bien locatif, peu importe à quoi il ressemble ou ce qu'il va être ou ce que je vais refaire dans mes travaux. En fait, pas du tout. N'importe qui vient louer un bien, il est comme tout le monde. Il veut du luxe, il veut de la qualité, il veut un truc joli, il veut être bien chez lui. Donc c'est pas parce qu'on n'achète pas pour soi qu'il faut pas le faire parce que c'est du locatif. C'est même tout l'inverse. Parce que c'est comme ça qu'on se différencie de la concurrence. Moi, je donne un exemple précis, c'est que moi, c'est surtout des étudiants. Quand la mère, elle arrive avec son gamin pour le louer, elle voit le truc, elle le veut tout de suite. Elle dit c'est de la qualité, mon gamin va être bien. Tout le monde est content. Et, c'est meublé, c'est joli, c'est propre. Et forcément, au lieu de le passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à le louer, tu vas le louer tout de suite. Et peu importe le marché d'ailleurs. T'as pas de problème quand tu loues des étudiants, du fait qu'ils partent en juin et qu'ils te le reprennent qu'en septembre, d'avoir 2 mois par an où c'est vide? Non, j'ai jamais eu ce problème-là, moi. En fait, tout le monde commence en plus, ce qui est bien, c'est que les étudiants sérieux, ils cherchent bien avant. Donc, ils cherchent avant l'été. Et si ton truc est nickel, ils voudront le prendre pour l'été sans problème. Donc, j'ai jamais eu ce problème-là. Je l'entends souvent, ça. Je l'ai jamais eu. Voilà. Mais ce que tu dis, c'est vraiment hyper intéressant, je pense, le niveau de gamme. Et je pense que dans le co-living, c'est quelque chose qui tire vers le haut à fond. C'est-à-dire que tous les opérateurs de co-living que je connais, en fait, ils te font un truc où tu dis, waouh, tu vois, limite, un jacuzzi, ce sera jamais comme ça chez moi. C'est un peu ça, ouais. Tu peux mettre un truc un peu what the fuck. Finalement, quand tu le mets dans ton investissement, ton jacuzzi, c'est rien, en fait. Tu vois. Et c'est pareil pour dans mon co-living. je vais faire ça. Et c'est pareil pour du meublé longue durée. C'est pas parce qu'on fait pas un co-living qu'on peut pas faire un truc nickel. Voilà. Bon alors du coup, j'ai compris les principes du rendement de base. Tu m'as parlé beaucoup de cash flow d'entrée et de sortie. Si je veux schématiser au maximum, en fait, de manière très très simple, mais en fait c'est ça. Hein, je prends tout ce que je sors. Tout ce que je sors, les taux d'intérêt, le placement au départ, le placement au départ, l'immobilisation, les charges de travaux, les impôts, tout d'un côté. De l'autre côté, je mets tout ce qui
vient. Donc généralement c'est ça, c'est simple, c'est que les loyers. Il n'y a pas grand chose. Tu gagnes pas grand chose de plus. Ah aussi le prix de revente. Pardon, le prix de revente aussi, puisque t'as le prix d'achat à la fin. On fait ça chaque année en fait. Ouais. Et puis tu arrives à avoir un rendement en comparant les deux. En fait, c'est comme si, en fait, c'est assez intuitivement, c'est un calcul d'enrichissement. Tout ce que j'ai dépensé et que ça m'a coûté, à la fin, est-ce que je me suis enrichi? Donc, si on veut simplifier, hein, c'est ça. Si je veux, oui, c'est ça. Si je veux faire ça, je peux aller sur oriz.io. Nom de merde, il faut que je le dise au passage, hein, parce que je me moque un peu, mais souvent je critique un peu comme ça, non, mais à Orizio, on verra on sait pas, ouais, tu viens de le balancer, mais en fait, tu prends la plupart des grandes marques, leurs noms finalement sont assez merdiques, mais une fois que c'est rentré dans la tête, c'est vrai, on sait pas ce que ça donnera un jour. Mais du coup, on sait pas si c'est Orizio ou Oriz.io, tu vois, donc non, mais je suis très fort en nom de merde, hein, tu vois, la martingale, je suis assez fier, mais Génération Do It Yourself, tu vois, dans le genre, voilà. Donc j'ai beaucoup d'humilité sur l'approche. Voilà. Et Oriz.io. Donc là, il y a toute une partie, j'imagine, gratuite et une partie payante. C'est comme ça que ça marche. Tout à fait. On peut l'utiliser un peu gratuitement. Alors simulateur, dès qu'on va vouloir faire un calcul détaillé meublé avec ses valeurs et tout, il va falloir s'abonner. Mais franchement, ça commence à 5 € par mois, ce qui est rien du tout. Et je crois 11 € pour l'offre la plus chère par mois. Si on s'abonne sur la durée. Et ensuite, tu as un service de gestion locative. Là, c'est pour gérer ces biens immobiliers. En fait, nous, on s'adresse beaucoup aux gens un peu entrepreneurs qui ont envie de savoir, qui ont envie de comprendre, qui ont envie de faire un peu par eux-mêmes, au moins en partie, en tout ou partie. Et du coup, on leur fournit des outils qui permettent de le faire plus efficacement et plus intelligemment. Voilà. C'est clair. Et si je veux le faire gratuitement, je peux me faire un fichier Excel comme tu me l'as fait au début. Et j'en donne quelques-uns. C'est vrai ? Ouais. Bon, tu me le donnerais. Sur LinkedIn. Ouais. Bon, bah écoute, cool, je pourrais le mettre. Mais bon. Et demain, il y a une vidéo qui sort donc sur YouTube pour ceux qui s'intéressent sur tous ces calculs, mais avec l'explication écrite. C'est quoi la chaîne YouTube? Orizio. Orizio, ok. Donc c'est la première vidéo que je fais, donc elle va arriver demain. Et il y aura un Excel fourni avec qui permet de calculer tout ce qui est taux de rendement interne valeur actuelle avec les formules Excel. Donc voilà. Bon, ouais, très bien. Donc en plus, tu proposes une approche simple. Que je peux utiliser moi-même. Mais franchement, je pense que notre outil a plus servi à ne pas acheter pour ceux qui pensaient que c'était simple de faire un investissement immobilier, ceux qui se sont rendus compte que c'était pas rentable, que l'inverse, je pense. Mais c'est assez éducatif en fait notre service. Ouais, ce qui est plutôt intéressant parce qu'en effet, le ne pas acheter. Généralement, il te fait sauver quelques dizaines de milliers d'euros, quoi. Dans une vie, c'est beaucoup un achat immobilier. Donc... Et quand t'es alors peut-être entrepreneur. Comme toi et moi, et que tu sais le coût, combien de chiffre d'affaires il faut pour gagner 10 000 € net à la fin de l'année, tu te dis, en l'occurrence, économiser 10 000 €, enfin, je prends un truc con, mais quand tu fais 10% de rendement, de marge sur un business, il faut que tu fasses 100 000 €. Effectivement, c'est de la marge brute, donc voilà. Tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires. Mais c'est pareil, Alors tout ce que j'ai expliqué, ça marche. Cash flow, etc. Attention, c'est pas juste pour l'investissement immobilier. Cette même formule permet de comparer n'importe quoi. Un placement dans une start-up, un placement de l'assurance vie, n'importe quel investissement. Et ça permet aussi de calculer, c'est ce que les comptables font pour calculer les objectifs de rentabilité aux actionnaires, pour les actionnaires d'une boîte. Et les VC font pareil, ils calculent leur taux de rendement interne avant de se lancer dans une fonds d'investissement, il fait pareil. Donc c'est beaucoup plus global que l'investissement immobilier. Mais une fois qu'on l'a compris, voilà. Super, écoute, une super aventure en tout cas que tu as créée sur Orizio, et puis un outil qui est donc accessible et tout de suite qui va vous servir en fait, qui existe sur le oriz.io en appli ou t'es vraiment web? Oui, il y a une appli qu'on a sortie récemment qui va plus loin puisqu'elle permet de trouver un bien immobilier rentable, gratuitement d'ailleurs. Et avec des alertes. Tu prends 0 commission, 0... Non, parce qu'en fait, c'est pas du tout nos biens immobiliers. Nous, on n'est pas aujourd'hui agent immobilier. On agrège et on rend plus intelligible, puisqu'on rajoute tous les indicateurs d'investissement que tu trouves pas sur SoLoger. Rendement brut, combien je vais pouvoir le louer. Nous, l'annonce, elle apparaît direct avec ces valeurs-là. Et tu peux créer une alerte en temps réel. On détecte s'il y a des travaux à faire et on va calculer les travaux. On détecte s'il y a un locataire en place. On analyse l'annonce. Des fois, c'est marqué travaux. Donc, c'est analysé par tous nos systèmes. Et quand tu vois l'annonce, elle te dit déjà travaux à prévoir, voilà le montant des travaux, et c'est déjà impacté dans le rendement, compte calcul, ce qui permet de gagner du temps.
Alors c'est gratuit parce que nous, évidemment, c'est le service de calcul et la gestion locative qui est notre service payant. Donc pour cette partie-là, c'est gratuit. Est-ce que tu as un accès VIP pour toi, pour avoir les meilleures occasions avant tout le monde ou... Non, c'est le même pour tous. Non, mais vraiment, là, pour le coup, je suis même pas en train de... Je peux pas te demander un code pour mes auditeurs ou même pour moi, juste pour être un peu une primeur 2 heures avant, juste 2 heures, quoi, tu vois. Non, mais par contre, en ce moment, on a une grosse promo qu'on teste sur le site, donc c'est vraiment pas cher. Nos services, en général, ouais. Ils sont vraiment... voilà, parce qu'on est en train de réfléchir. On est aussi entrepreneur, etc. Et toute la problématique du prix... on est constamment en train de la réfléchir sur ce qu'on va faire. Ben oui, sachant que c'est difficile parce que soit tu es sur un trigger qui est l'achat, et donc à l'achat, je suis prêt à te payer, je vais dire une connerie, mais 500 ou 1000 euros parce que c'est sur l'ensemble de mon emprunt. Ce que je fais pas, moi. Non, ce que tu fais pas, mais tout à fait. voilà. En tout cas, je vais économiser de l'argent grâce à ça, donc voilà. Soit c'est sur toute la durée de vie, mais à ce moment-là, il faut que tu me donnes quand même un truc qui est pertinent sur toute la durée de vie. Après, on a de la gestion locative et on a des services qui vont arriver aussi, dès cette année d'ailleurs. Voilà. Après, on est une boîte très tech logicielle, donc je pense qu'on restera comme ça. On n'est pas une boîte de services ou agent immobilier, etc. Donc, je pense qu'on fera des partenariats avec de plus en plus de partenariats, en tout cas avec d'autres boîtes sur les sujets un peu plus d'accompagnement, etc. Très clair. Est-ce que tu as une martingale, toi, au-delà de l'immobilier ou même dans l'immobilier, je sais pas, un truc edgy que je... j'ai un truc que j'aime bien, c'est je collectionne un peu tout ce qui est de Osamu Tezuka. C'est un mangaka. En fait, c'est celui qui a créé, je sais pas si toi t'es de ma génération, t'as vu Astro Boy quand t'étais petit? Celui qui a créé Astro Boy. Astro le petit robot. Astro le petit robot, ouais. Et en fait qui est un peu le créateur du manga moderne. Il s'appelle Osamu Tezuka. Et les mangas sont passionnants. C'est-à-dire que c'est pas Naruto ou parce qu'un Naruto dans 20 ans, ça se voit bien. Peut-être. Et en fait, j'aime bien collectionner. J'ai acheté des trucs même importés du Japon. J'ai toutes les premières versions des mangas. Donc c'est mon truc. Et parce que voilà, j'adore ça. Et voilà. Quand tu parlais de figurines, j'ai quelques figurines, c'est rigolo, quelques dessins. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. Après voilà, j'ai plein de petites passions, mais celle-là elle me venue. Ces dessins, si vous tapez, que vous regardez, en effet, ça parle. Et t'en as revendu? Non, pas du tout. Tu peux acheter. Moi, je crois que j'ai jamais rien vendu. Un bon ingénieur qu'il est. C'est juste que j'ai pas besoin, en fait. Je me dis, je sais pas. Je pense que le jour où j'aurai vraiment besoin, là, je vais revendre. Mais non, je crois que j'ai jamais vendu. Je pousse le truc jusqu'au bout. Tu stack. Ouais. Très bien. Écoute, merci beaucoup. On peut te suivre donc sur LinkedIn peut-être, hein? Ouais, LinkedIn. T'as cette chance d'avoir un nom qui est suffisamment original pour que on te trouve facilement. Bassel, B-A-2-S-E-L, Abedi, A-B-E-D-I. Au moins ça s'écrit comme ça se prononce, donc c'est bien. Sur LinkedIn, on peut te contacter via Orizio, j'imagine le formulaire de contact. Oui, bien sûr. Tout sera facile à trouver. Ouais. Et voilà, merci, c'était passionnant, très précis, et puis finalement assez simple. J'ai pas encore exactement la réponse à ma question de savoir si tu me l'as dit, tu me diras au-delà de 5%, mais à quel moment, en fait, même si je fais une mauvaise affaire en immobilier, qu'elle se rembourse par l'emprunt? Il y a un truc, c'est que en fait le risque dans l'immobilier il est assez faible. Faut pas non plus. Beaucoup de gens. Je pense que les gens ont juste en tête le fait que le locataire paye pas. Ça, c'est le truc qu'on voit dans les médias parce que t'as toujours même t'assurer 1 pour 1000, mais on peut s'assurer. Mais en fait, quand tu sais comment sélectionner tes locataires et tout, à part ce risque-là, et encore tu peux t'assurer, en fait, le risque, il est faible. T'as quelque chose de tangible, d'inhérent. Même, je veux dire, la quantité de terrain constructible est limitée. Donc, même après-guerre et tout, l'immobilier, ça reste un placement. Et c'est vrai que ça reste quand même c'est pour ça que j'aime tant l'immobilier, mais un endroit où tu peux faire la différence sur ton patrimoine. Il y a plein de trucs à faire. En fait. Et même quand tu penses que tu peux pas acheter, en fait, t'as toujours des moyens. Tu peux convaincre des banquiers. Tu peux, voilà, si c'est bien l'endroit où dans cet épisode que j'ai fait, je crois que c'était le 100, peut-être 99 sur les banquiers servent-ils encore à quelque chose aujourd'hui, ils nous servent encore pour certains cas, nous prêter de l'argent dans des situations sur lesquelles des plateformes ne le font pas. Et donc, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais ça reste quand même, je ne donne pas de conseils, c'est ce que je veux dire ici, mais il faut en avoir. Ça reste quand même un endroit où, si on s'embarque assez jeune, on peut faire des opérations qu'on achète assez bien qui vont changer notre vie, quoi. Merci Bassel. Merci. À bientôt. À bientôt. Et puis salut à tous. Merci pour votre
fidélité. Et puis, merci pour vos messages, vos partages surtout, et continuez à partager avec vos potes, avec tout le monde autour de vous. Lamartingale.io, la martingale, voilà, abonnez-les de force, vous verrez. En plus, si vous le faites et que vous avez plein de potes riches grâce à la martingale et à vous, bah, vous verrez, c'est plus cool parce qu'avec les potes riches, on fait plein de projets, d'autres, d'une part, et puis aussi, on peut partir en vacances ensemble, tu vois, donc c'est plus cool, quoi. C'est plus cool d'être avec plein de potes riches qu'avec plein de potes qui font la dèche. Au moins, en plus, ils vous taxent pas. Donc, du coup, partagez la martingale, ce sera bon pour vous, in fine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Putain, je vais la garder celle-là, hein. Elle est pas mal, le coup des potes riches. Allez-y, hein. Oubliez pas. Salut. Stop. Avant de quitter cet épisode, je vous propose un débrief très cool avec nos amis de chez Nalo. Ça prend 5 minutes, vous allez voir, et c'est intéressant à chaque fois. Alors voilà, le premier débrief avec Albert Dantoir, que je suis ravi de retrouver sur la martingale, parce qu'on a déjà enregistré, pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui écoutaient un épisode que je vous recommande d'ailleurs vraiment avec beaucoup d'insistance, l'épisode 28, faut-il être riche pour avoir un banquier privé? C'était un peu l'idée. Donc Albert de Nalo, je te remercie, je remercie Nalo et je vous remercie tous, mais je te remercie aussi parce que je sais que tu fais partie des fidèles supporters et auditeurs de la martingale. Et donc de nous sponsoriser, déjà, je le ferai pas chaque fois, mais au moins sur ce premier épisode. Et puis, je suis impatient d'avoir et d'échanger avec toi sur ton analyse fine sur cet épisode enregistré à l'instant avec Bassel. Il est bon, Bassel. Il a un truc, j'aime bien son côté très geek des chiffres, pour reprendre une chaîne YouTube connue d'un comptable d'ailleurs. Mais et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Albert? Écoute, bonjour Mathieu, et puis merci de m'accueillir une nouvelle fois. Je suis très content. Écoute, moi j'ai envie d'abord de dire merci Bassel, parce que pour son travail avec ce site internet que j'ai été voir avant de venir. Parce que c'est un excellent outil pour démontrer aux gens qu'un investissement immobilier, en effet, ça peut être simple si on le prend par la bonne lecture. Parce que le problème, c'est que la majorité des gens ont une lecture de l'immobilier un peu magique. C'est la recette magique pour investir, mais on oublie tous les paramètres que Bassel nous a très bien expliqués. Les taux de rendement, est-ce qu'il faut faire un crédit, est-ce qu'il ne faut pas faire un crédit, etc. Et je pense que l'erreur la pire, c'est quand la grande majorité des gens estiment que c'est une recette magique parce qu'ils font prix de revente, donc le jour où ils ont revendu un bien moins le prix d'acquisition, et c'est leur plus-value. Pas du tout. Il faut soustraire 20 ans de charges de copro, 20 ans de fiscalité, 20 ans de taxes foncières, 20 ans 200 000 certains emmerdements, voilà, ouais. tout les travaux, etc. Et là, on se rend compte que c'est pas inintéressant pour autant si on prend bien en compte tout, mais ça permet de relativiser un peu plus le propos. Et puis, comme tout investissement, il comporte des risques. Alors, j'entendais que c'est très, très peu risqué. Ça dépend. Encore une fois, c'est un peu comme tous les investissements. C'est comme souvent on dit que la bourse c'est très risqué, que l'immobilier ça l'est pas. Encore une fois, ça dépend. Enfin, c'est pas du tout. En fait, si on investit mal, c'est toujours cette histoire de projet. Hein. Nalo, on est très sur les projets. Et ben, si tu investis mal par rapport à ton projet, le risque il est là en fait. Et il y a quand même un truc, on l'évoque dans l'épisode, mais ça fait 30 ans que le marché est boule, quoi. 30 ans que ça fait que monter presque. Ouais. Je veux dire, a priori, ça n'arrivera pas 30 ans supplémentaires. Ou alors, tu sais, j'ai un père, parce que souvent, je t'entends parler de ton père, donc maintenant, c'est moi qui vais parler du mien. Tant qu'il dit pas de la merde. Non. Donc, il Monsieur était dans les dirigeants du Crédit Foncier. Ouais. Il m'a toujours dit, tu verras Albert, on te dira toujours que l'immobilier est haut et ça ne cessera de continuer de monter. Et je vais te donner un autre exemple. Quand j'ai commencé mon boulot, c'était en 2012 de banquier privé, j'avais un banquier privé en face de moi qui avait 25 ans d'expérience peut-être de plus que moi, et elle me dira, tu verras, sur les marchés américains, on te dira toujours que c'est trop cher et ça continuera de monter. Ça va pas monter genre ligne droite, tu vois, il y aura forcément des fluctuations. Mais l'immobilier, par exemple, si on prend Paris, je prends juste l'exemple de Paris, bah, la surface, c'est à l'intérieur du périphérique. Bon, bah voilà. Et donc, ça va pas être extensible, tu vois. Et d'ailleurs, c'est très bien ce que disait Bassel tout à l'heure. La surface sur laquelle on peut construire, à un moment, elle est limitée. Donc, les prix montent forcément. Et puis, les prix, il parlait de taux d'intérêt qui montent
qui montent, qui baissent, c'est les banques centrales qui dirigent ça. Donc, si les taux d'intérêt sont bas, les gens vont pas mal acheter parce que le levier de crédit dont vous parliez tout à l'heure aussi aide énormément. Si les taux remontent, les gens ils vont moins emprunter. D'ailleurs, il parlait de la bascule là, des taux d'intérêt à 5%, etc. Il ne faut pas oublier aussi, je me rappelle tout à l'heure, tu as parlé de si j'achète un bien X et que je le vends moins cher que je l'ai acheté, si j'ai fait un crédit, finalement, j'y gagne. Bah oui, parce qu'en fait, souvent, la banque demande d'apporter les frais de notaire parce qu'elle considère que ce n'est pas un investissement. Des frais de notaire, ce sont des frais, donc elle n'aime pas trop le financer. En fait, si tu as apporté que les frais de notaire pour un bien dont le prix d'acquisition est de 300 000 euros, en fait, en vrai, tes frais de notaire, c'est 7,5, quoi. Donc, je sais pas, tu es à 20 000 euros. En fait, tu as déjà fait une plus-value entre 20 000 et 300 000 euros. Oui, c'est ça. Parce que pour revendre le bien 100 000 euros, il faut vraiment être une bille. Oui, c'est vraiment... Ouais, donc, en fait, tu as déjà fait une plus-value grâce au levier de crédit. Et encore une fois, ce que je dis souvent, c'est que le levier de crédit, c'est le locataire qui te paye ton bien, en fait. Donc encore une fois, moi j'ai une. Ce qui payera, enfin je veux dire, en bourse, il y a personne qui paye mes actions quand je les achète, quoi. C'est toi qui les achètes. Alors après, par exemple, j'entendais tout à l'heure sur est-ce qu'il faut emprunter ou pas aussi. Il faut pas oublier que quand tu achètes un bien, alors déjà le taux d'emprunt est lié à l'horizon de ton investissement. Plus tu vas emprunter longtemps, plus le risque est grand pour la banque que peut-être que tu rembourses pas, parce que le taux d'intérêt, c'est le coût du risque, en fait. C'est juste ça. Moins tu empruntes longtemps, plus la banque se dit il y a peu de risques qui ne me remboursent pas. Donc plus le taux baisse. Donc c'est non seulement conjoncturel que les taux sont bas, mais en plus c'est une question d'horizon. Et il faut pas oublier que si entre acheter cash 300 000 euros un bien ou emprunter 300 000 euros un bien immobilier, j'entendais Bassel qui disait tu peux le garder 10 ans, 15 ans. En vrai, beaucoup de gens gardent longtemps, en fait. Un bien immobilier, rares sont les gens qui achètent et qui revendent au bout de 3 ans, à part peut-être les marchands de biens. Mais encore une fois, ça, c'est une toute autre activité. Si tu places la même somme, par exemple, sur les marchés, sur ce même horizon, si on fait du track record passé, sur les 30 années passées, tu as mieux fait sur les marchés actions. Ça veut pas dire que tu dois pas faire d'immobilier, que tu dois faire tout et tout en bourse, mais ça veut juste te dire que sers-toi du levier de crédit pour l'immobilier, parce que franchement, j'ai déjà des épargnants qui m'ont dit j'ai acheté 300 000 euros cash il y a 4 ans, je leur ai dit en fait vous avez brûlé de l'argent, clairement. En fait. Il y a un biais qu'on a tous potentiellement, et j'y avais pas pensé avant ce débrief, mais Bassel qui est peut-être à la limite. Alors on l'a dit en préparant tout ça, ce qui est difficile c'est qu'on n'est pas là pour éclater Bassel, et que voilà, et que tout ce qu'il a dit est super c'est très intéressant. Voilà, et notamment aussi très légitime, fiable. On sent que quelqu'un qui a bien réfléchi tout ce qu'il fait. Quand il dit je vends jamais, et moi je suis pas mal comme ça finalement, est-ce que tu dis oui mais c'est pas enfin signe de je veux dire un bon financier. Quand Cédric O'Neill de Brix il est sorti d'ici, il me dit mais mec vends tout parce que tu as fait des telles opérations, tel truc, prends tes plus-values, réutilise-les pour acheter d'autres choses. Alors ça je suis d'accord avec ça, mais si tu as fait le crédit sur 15 ans, en fait, moi, je me fixe comme horizon, parce que Bassel disait très bien qu'il faut se mettre un horizon de revente. Et moi, par exemple, je me fixe comme horizon de revente maximum la fin du crédit. Parce que tant il y a plein de gens qui le gardent après. Non, mais par exemple, il te parlait du LMNP. Ouais. Tant que le crédit est là avec les amortissements et ça, tu payes pas d'impôt en fait. Si tu es dans une SCI parce que tu as acheté parking, mur de commerce, etc., tant que tu as du crédit en face, tu n'as pas d'impôt. Donc en fait, c'est que du plus. Tu vois. Donc il faut juste se demander en effet à partir de quel moment ma plus-value elle est faite et à partir de quel moment je vais aller pivoter sur d'autres types de biens. Mais bon, après, encore une fois, c'est un peu du cas par cas. Tu as des biens, je pense qu'en plein 6e, t'en as, ils les ont depuis 100 ans de génération en génération, et ils ont bien fait de le garder, finalement. Ouais. Ok. D'autres... Non, moi, c'est clairement, j'ai pas tellement d'autres choses à dire. Je dis simplement que merci Bassel, encore une fois, parce que son site permet de se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un investissement immobilier. C'est pas juste tout simple. C'est pas complexe, mais il faut juste un peu chercher, il faut juste un peu comprendre comment est-ce que ça marche. Et la formule magique, comme il le disait très bien d'ailleurs à la fin, il y a certainement beaucoup de gens qui sont passés pour son site et qui n'ont pas fait l'acquisition parce qu'ils se sont rendus compte que le rendement, il n'était pas là, c'était trop compliqué. Donc ça relativise ce qu'on entend souvent et ce qu'on lit souvent,
la magie de l'investissement immobilier. Voilà. Et en plus, j'adore son approche un peu open source, dire moi, finalement, mon Excel, vous exactement. le prenez, mais sinon, si vous voulez mieux avec mon site, Horizio, voilà. Écoute, super. Bah voilà, moi j'aime toujours cette approche du levier, mais en effet, levier de l'emprunt, pas fait n'importe comment, et grâce à des outils comme Horizio, ça nous permet d'avancer. Bah, mais écoute, merci. J'étais inquiet sur la durée de notre débrief. Finalement, on est bien, quoi. Toujours pertinent, toujours là. Albert, mais bon, on pourrait en parler 2 heures. Oh bah bien sûr, bien sûr. Comme d'hab, on t'ajoute sur LinkedIn, Albert Dantoir, et puis sinon, vous pouvez contacter Nalo. Alors ça me fait marrer, moi, de temps en temps, quand je contacte Nalo par le petit truc de chat, là, ouais, comment ça doit être Intercom ou un truc comme ça. Exactement, c'est Intercom. Et ben souvent, j'ai Albert en face qui me répond, donc voilà, j'ai une sorte de j'ai mon banquier privé, alors que je suis pas riche, tu vois, donc c'est bien. J'ai trop de chance. Merci beaucoup, Albert. Merci, Mathieu. À plus tout le monde. J'espère que ce premier débrief vous a plu et à la semaine prochaine sur La Martingale. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.